Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer le cours sur les ondes électromagnétiques, hein. On va continuer notre discussion sur la lumière. Donc on en était arrivé à la polarisation de la lumière. Vous vous en souvenez? C'était le fin du chapitre 5. Euh, et puis commence le chapitre 6 dans le bouquin, mais je ne vais pas vraiment suivre comme le fait le bouquin, parce que il commence par parler des courants alternatifs pour reprendre au niveau de la production des ondes électromagnétiques. Et donc je trouve que ça risque de vous perdre parce que vous allez perdre de vue l'étude de la lumière. Et je préfère faire une petite présentation qui est plus un peu à ma sauce. J'espère qu'elle vous plaira. Donc le but, c'est naturellement d'être plus clair, hein, par rapport au bouquin. Euh, donc, reprenons où on était au cours passé. Au cours passé, on avait vu les différentes expériences, que ce soit les expériences de diffraction, avec l'expérience de Young, la réfraction, l'effet Doppler, ou la polarisation. Tout ça, ce sont tous des phénomènes que, propres, enfin, des phénomènes qu'on observait avec de la lumière. Et tous ces phénomènes, et aussi la propagation de la lumière, pouvaient s'expliquer à l'aide du modèle ondulatoire. C'est-à-dire que la lumière est une onde. On pouvait expliquer la diffraction grâce au modèle ondulatoire, la réfraction, l'effet Doppler, la polarisation. Et vers la fin du 19e siècle, enfin même avant, on savait quoi? On savait que la lumière est une onde, en plus transverse, parce que l'expérience de polarisation nous informait que l'onde est une onde transverse. Vous vous rappelez, il y avait une sélection de l'orientation de l'onde par des filtres polarisants. Et donc cette expérience ne pouvait s'expliquer que grâce à un modèle d'onde transverse. Qu'est-ce qu'on savait à cette époque? On savait que la lumière était donc une onde transverse se déplaçant dans le vide à une vitesse de 3,10 exposant 8 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Ça, on le savait. Mais on ne savait pas grand-chose d'autre sur la lumière. On ne savait pas, est-ce que c'est une onde mécanique? Quel type d'onde ça pouvait être? Et en fait, pour répondre à ceci, il faut retourner à votre cours qu'on avait vu de 5e année sur l'électromagnétisme, il faut retourner à l'électromagnétisme. Alors je sais qu'on avait été un peu vite l'année passée, donc c'est pour ça que je vais prendre un peu plus mon temps au niveau des expériences qui ont permis de déterminer quel type d'onde était la lumière. C'est ça qu'on va répondre à la fin. Alors je vous propose de tout d'abord vous rappeler d'une expérience, c'est l'expérience d'Ørsted, et celle-ci conduisait au théorème d'Ampère. Donc j'ai enlevé le reste, et ceci conduisait au théorème d'Ampère. Alors, rappelez-vous l'expérience d'Ørsted. Donc ici, il y a une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, et vous en trouvez d'autres, hein. Je vais juste vérifier si... oui, ok. Donc, en fait, vous avez tout simplement une pile qui est reliée à un circuit, et ici, vous avez tout simplement un circuit, et ici, un interrupteur. Et le long du circuit, ici, on a disposé une boussole. Alors normalement, la boussole, elle est orientée comme ça parce que elle suit les lignes du champ magnétique terrestre. Ok? Hein, elle indique le nord terrestre ou le sud, le nord magnétique et le sud, hein, parce que la boussole est orientée le long des lignes de champ magnétique terrestre. Mais on remarque que lorsqu'on allume lorsqu'on ferme le circuit, et donc qu'un courant se déplace le long de notre circuit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la boussole dévie. Ça veut dire quoi? Et vous voyez qu'elle reste déviée comme ça, elle reste. Tant qu'on laisse fermer, elle se stabilise. Là, on a de nouveau ouvert notre circuit, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'interrupteur, donc il n'y a plus de courant qui passe. Et là, une fois que le courant ne passe plus, de nouveau, hop, elle reprend sa position initiale, alignée suivant le champ magnétique terrestre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a fermé notre circuit, donc du courant est passé le long de notre circuit, la boussole a subi un autre champ magnétique.
Et ce champ magnétique ne pouvait provenir que de notre fil ici. Donc or, ce champ magnétique n'existait pas quand il n'y avait pas de courant. Donc ça veut dire qu'un courant électrique produit un champ magnétique. Et vous vous rappelez, on avait fait, pour connaître l'orientation du champ magnétique, on avait utilisé la règle de la main droite, où il fallait mettre le pouce le pouce de la main droite le long du fil et orienter suivant la direction du courant, et ceci nous donnait la direction du champ magnétique. Donc ça veut dire que, et pareillement, vous voyez que si maintenant on change la polarité de notre circuit, c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà, on change la polarité, donc ça veut dire que le courant va aller de l'autre côté, et là vous allez voir que les aiguilles, voilà, elles dévient de l'autre côté. Elles restent déviées, bon ça se stabilise, hein, ça se stabilise en un point, parce qu'il y a une inertie tout de même, et donc elles se stabilisent tant qu'on laisse le circuit fermé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un courant électrique produit donc un champ magnétique. Et c'est ça qui a été établi par Ørsted, c'est que un courant, et le théorème d'Ampère, un courant électrique produit un champ magnétique, alors pas seulement autour du câble, mais en fait ce champ magnétique il se propage dans tout l'espace. Ça, voilà, il se propage vraiment dans tout l'espace, donc dans tout l'espace, le courant, le champ magnétique induit par le courant électrique, il se propage dans tout l'espace. Naturellement, l'intensité de ce champ magnétique diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez du circuit. Hein. Ce n'est pas uniforme partout. Donc naturellement, très loin du circuit, vous ne ressentez plus le champ magnétique qui a été induit par le courant électrique. Ok. Donc voilà, ça c'est une première expérience. Un courant électrique produit un champ magnétique. Et puis Faraday, qui était un physicien anglais, il s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir le contraire? Est-ce qu'un champ magnétique ne peut pas engendrer un courant électrique? Il s'est posé cette question-là. Et en fait, au départ, il n'avait pas vraiment la bonne intuition. Vous voyez que ici, dans cette expérience, vous avez on va dire un circuit électrique, comme ça, avec une bobine, qui est relié à un galvanomètre qui va mesurer, le courant. Et selon Faraday, lui dit, bah tiens, si je propose à ce solénoïde, si je propose un champ magnétique, est-ce que je vais voir apparaître du courant? Donc exactement le phénomène inverse de celui qui a été établi par Ørsted. Et donc, en fait, vous voyez que dans l'expérience ici, on va présenter ici un champ magnétique, il ne se passe vraiment rien, quoi. Donc, si vous proposez un champ magnétique, si vous établissez un champ magnétique, alors on voit que ça bouge un peu. Donc c'est bizarre, ça bouge un moment et puis ça se stabilise. Voilà, vous voyez que si on approche, voilà, ça se stabilise. Voilà, là ça bouge et puis ça revient à zéro. Donc à un moment donné, quand on a approché l'aimant, en effet, il y a eu une production de courant, mais après un certain temps, lorsqu'on a laissé l'aimant à la même position, voilà, je remets play, vous voyez que là ça tourne, rien ne se passe. Rien ne se passe, ou très peu. Vous voyez? Rien ne se passe. Et par contre, quand on retire de nouveau, là on a eu du courant. Donc là c'est bizarre, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le champ magnétique, parce que quand on a laissé l'aimant dans le solénoïde était donc plongé dans un champ magnétique, or il ne se passait rien. Non, c'est pas ça. En fait, c'est comme s'il fallait bouger l'aimant, il fallait toujours bouger l'aimant pour qu'il y ait production de courant. Vous voyez que quand on ne bouge pas l'aimant, il n'y a pas de production de courant, et à un moment donné, voilà, quand on bouge l'aimant, il y a production de courant. Donc si on veut bouger un aimant, si on veut une production de courant continuellement, il faut sans cesse bouger l'aimant. Je ne sais pas s'il va faire, là pour l'instant il ne bouge pas l'aimant, mais peut-être que... Voilà quoi, donc c'est ça qu'il faut comprendre, donc je ne sais pas s'il continue l'expérience, mais c'est qu'il faut bouger l'aimant. Alors comment on pourrait comprendre ce fait qu'il faut bouger l'aimant pour qu'un courant électrique apparaît? Eh bien,
voyez que l'aimant, en fait, voilà ce qui se passe. L'aimant, on avait vu que à partir de l'aimant, vous aviez des lignes de champ magnétique. Ces lignes de champ magnétique forment des boucles, normalement. Hein. Les lignes de champ magnétique forment des boucles, comme on le voit ici. Vous avez des boucles ici formées par les lignes de champ. Ces lignes de champ, je suis désolé, je croyais avoir fait silencieux, voilà. Ces lignes de champ, vous voyez que ces lignes de champ, elles transpercent votre circuit. Parce que ici, vous avez un circuit, et ici, vous avez un détecteur de courant. En fait, ces lignes de champ transpercent. Donc, si on laisse l'aimant stable, comme ça, en fait, vous avez ces lignes de champ qui transpercent, et puis vous n'avez pas de courant. Mais en fait, c'est si on bouge, donc si on fait varier, comment on pourrait dire ça? Si on fait varier le nombre de lignes de champ qui traversent votre surface. Parce que naturellement, si on écarte très fortement l'aimant, il y a peu de lignes de champ qui traversent notre surface ici. Par contre, si on le rapproche, eh bien, il y a une densité de plus en plus grande de lignes de champ. Ok? Eh bien, c'est cette variation, vous voyez, c'est ces lignes de champ ici. Quand on bouge l'aimant, on change le nombre, je remets un peu en arrière, quand on bouge les lignes de champ, eh ben, on fait varier, pardon, quand on bouge l'aimant, on fait varier le nombre de lignes de champ qui traversent notre circuit. Or, ce nombre de lignes de champ qui traversent notre circuit, ça s'appelle en fait le flux magnétique. Voilà, ici j'ai de nouveau un petit dessin. Je ne sais pas si, voilà, ici, je vais l'agrandir. Je ne sais pas pourquoi il se décale. Bon, vous voyez que ce sont ces lignes de champ ici, et lorsqu'on bouge l'aimant, on fait varier ces lignes de champ. Ok? Or, ceci s'appelle le flux magnétique. Donc, les lignes de champ qui traversent, disons le nombre de lignes de champ qui traversent la surface par unité d'air, s'appelle le flux magnétique. Je vais l'effacer. Je vais plutôt le rendre très petit. Voilà. Donc, ce nombre donc, c'est la variation du flux magnétique, c'est la variation de lignes de champ traversant la surface de votre circuit, c'est la variation du flux magnétique dans le temps qui induit un courant électrique. Et donc, naturellement, comme il y a un courant électrique, vous savez que ce qui fait bouger des particules chargées, c'est un champ électrique. Donc, qui dit production de courant électrique dit aussi champ électrique induit, toujours dans tout l'espace. Hein. Je crois que même c'est ce que j'avais écrit ici, dans tout l'espace. Ok? Donc, c'est vraiment. C'est pour ça, on doit continuellement faire bouger l'aimant pour que le nombre de lignes de champ traversant notre circuit, c'est-à-dire le flux magnétique, change au cours du temps. C'est la variation du flux magnétique en fonction du temps. Et c'est cette variation du flux magnétique qui induit un courant et donc un champ électrique induit dans tout l'espace. Et donc vous voyez qu'on a le contraire, on a un courant électrique. Donc avec un courant électrique, on sait produire un champ magnétique. Et là, avec un champ, là c'est pas le champ magnétique, mais c'est une variation du flux magnétique produit un courant électrique et donc un champ électrique. Donc l'un produit l'autre. L'un produit l'autre. Donc là on voit que l'électricité, le courant produit le champ magnétique et la variation de flux magnétique, on va dire le champ magnétique, produit aussi un courant et donc un champ électrique. Et donc on peut dire, mais attendez, on ne peut pas trouver une expérience où l'un produit l'autre, qui produit l'un, qui produit l'autre, parce que c'est un peu ce qui se fait, c'est un peu comme un match de ping-pong. Le courant électrique produit le champ magnétique, qui produit le courant électrique, mais on n'est pas arrivé vraiment, on n'arrive pas encore à fermer la boucle. Pourquoi? Parce que ici c'est un courant électrique qui produit un champ magnétique. Or ici c'est un champ magnétique qui produit un courant électrique. Rien ne dit que c'est un champ électrique qui produit un champ magnétique. Or, c'est l'apport de Maxwell. Maxwell a complété le théorème d'Ampère en disant c'est pas seulement un courant électrique qui produit un champ magnétique,
c'est aussi une variation du champ électrique. Exactement comme on avait vu la variation, la variation du flux électrique. Pardon, ici c'est pas champ magnétique, c'est flux électrique. Donc, je vais faire comme ça. Ah, je n'ai pas, il faut que je sélectionne non plus. Donc c'est la variation du flux électrique. Hein. Je vais écrire, voilà, la variation du flux électrique qui produit un champ magnétique. Et donc là, vraiment, on a une symétrie entre les deux. Hein. On a une symétrie entre les deux. Donc, et cette symétrie, elle peut être vérifiée par une expérience d'inductance. D'inductance que je vais même écrire mutuelle. C'est comme ça que vous allez le trouver. Si vous cherchez, c'est phénomène d'inductance mutuelle. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène d'inductance mutuelle? Vous avez en fait deux solénoïdes, deux circuits, et on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans un premier, vous allez, voilà, dans un premier circuit ici, vous allez créer un courant. Mais un courant, vous voyez que ça, c'est un courant alternatif. Et c'est pour ça qu'on parle dans le bouquin de courant alternatif. Pourquoi? Parce que le courant alternatif, hop, ça veut dire que le courant alternatif, c'est-à-dire que c'est pas un courant continu, c'est-à-dire que ça change de sens autant de fois par seconde. Alors chez nous, il y a une fréquence, c'est une fréquence de 50 Hz, ça veut dire que 50 fois par seconde, le courant change de sens. Et donc, ça veut dire que quand vous créez quand vous établissez un courant alternatif, donc ça veut dire que le courant change de sens, vous savez que le courant crée par notre première loi ici, vous savez que le courant crée par notre loi d'Ørsted un champ magnétique. Mais si vous le changez de sens, 50 fois par seconde, donc en utilisant un courant alternatif, c'est-à-dire qu'on crée un champ magnétique qui change aussi, qui est aussi variable. Et donc c'est ce qu'on marque ici. Un courant sinusoïdal, par le théorème d'Ampère, produit un champ magnétique dans tout l'espace, et ça je peux rajouter, qui est sinusoïdal aussi. Bah oui, ici, si je crée un courant qui change en fonction du temps suivant une sinusoïde, donc disons que l'intensité du courant électrique change en fonction du temps suivant une sinusoïde, comme je sais que le courant crée un champ magnétique, eh ben, le champ magnétique va aussi changer suivant une sinusoïde. Voilà. Mais par contre, vous voyez que donc, on comprend la première partie, ici, vous créez un champ magnétique, et ce champ magnétique, provenant du premier circuit, pénètre ici pénètre le deuxième circuit. Okay. Mais comme il change dans le temps, votre champ magnétique, ça veut dire qu'on a bien ici une variation du flux magnétique, puisque vous avez dans le temps votre champ magnétique qui change. Et donc comme vous avez une variation du champ magnétique, vous avez donc une variation du flux magnétique, et on retombe là sur l'expérience de Faraday. Et donc vous avez une variation, ici, à son tour, le champ sinusoïdal induit par Faraday un champ électrique, parce qu'il crée un champ, un courant, et donc un champ électrique qui est aussi sinusoïdal. Ok? Et donc ici, on peut voir qu'à ce moment-là, vous avez un champ électrique et un courant, et normalement, ici, on voit apparaître du courant électrique. Donc même si c'est un phénomène un peu magique, puisque même si ce circuit n'est connecté à aucune pile, à aucun générateur, si on approche de ce circuit qui n'est connecté à aucun générateur, un autre circuit qui est connecté à un générateur de courant alternatif, eh bien, d'un seul coup, dans ce deuxième circuit, un courant va apparaître. Donc je répète, ce que j'ai fait, c'est en fait la combinaison des deux, l'expérience d'Ørsted et l'expérience de Faraday. Tout d'abord, par Ørsted, comme vous avez un courant qui circule, vous avez un champ
magnétique qui apparaît, et comme ce courant évolue suivant une sinusoïdale, on peut dire que le champ magnétique change aussi suivant une sinusoïdale. Ce champ magnétique pénètre ici votre circuit. Or, comme le champ magnétique change en fonction du temps, le flux du champ magnétique change aussi en fonction du temps. Et donc là, par l'expérience de Faraday, comme on a une variation du flux magnétique, on a l'apparition d'un courant. Ok? Mais cette expérience, et donc là je lis ici, donc un courant sinusoïdal par ampère produit un champ magnétique sinusoïdal dans tout l'espace. À son tour, le champ B induit par Faraday un champ électrique sinusoïdal. Mais à ce moment-là, on retombe, si vous voulez, donc on a fait d'abord celle-ci, ensuite on a fait cette expérience-là, mais en fait on retombe, comme on vient de créer un champ électrique sinusoïdal, et donc par l'expérience de Maxwell, on reproduit de nouveau un champ magnétique. Et donc il y a cet effet de ping-pong où à chaque fois vous avez un champ électrique qui produit un champ magnétique, qui produit lui-même un champ électrique, qui produit un champ magnétique, etc. Vous avez successivement les champs électromagnétiques qui se créent mutuellement, et ceci dans tout l'espace. Ceci dans tout l'espace. Ok? Dans tout l'espace, ça se produit. Et donc, comment on pourrait exprimer ceci? Eh bien, on pourrait dire que c'est tout simplement une onde électromagnétique. Oui, puisque vous avez la propagation d'un signal électrique et d'un signal magnétique qui se propage dans l'espace et qui se nourrit, disons, l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Des particules chargées qui sont accélérées produisent une onde électromagnétique. En effet, c'est ce qui se passe avec une antenne. Donc, dans une antenne, en fait, c'est à peu près de nouveau comme cette expérience-ci. Dans une antenne, on accélère des particules chargées. Ces particules chargées produisent un champ magnétique sinusoïdal. Ce champ magnétique sinusoïdal, on sait qu'il produit un champ électrique sinusoïdal, et ainsi de suite. Et donc, l'accélération de particules chargées produisent une onde électromagnétique. Puisque comme il y a un déplacement comme ça, comme il y a un signal sinusoïdal d'un champ magnétique et d'un champ électrique, on peut appeler ça une onde électromagnétique avec une composante électrique et une composante magnétique. Ok? Et en fait, Maxwell, c'est lui qui a découvert ceci, grâce à ses équations. Et Maxwell a écrit 4 équations qui résument toutes les expériences, tous les phénomènes électromagnétiques. Et grâce à ces équations, il trouve, donc ça c'est par après, il trouve en fait, il arrive à calculer la propagation, la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique. Et il se fait que la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique est égale à 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Or ceci est égal à la vitesse de la lumière, et donc on en déduit que la lumière est bien une onde électromagnétique. Ok? Donc c'est comme ça, en passant par les phénomènes qu'on avait vus d'électromagnétisme, l'expérience d'Ørsted, l'expérience de Faraday, et le fait qu'on en conclut que un champ électrique, donc des particules chargées, produisent un champ électrique variable qui lui-même produit un champ magnétique variable, ainsi de suite, et que ces champs électriques et ces champs magnétiques variables se propagent dans l'espace. Ceci constitue une onde électromagnétique. Maxwell, grâce à ces ondes, arrive à déterminer la vitesse d'une onde électromagnétique, et c'est égal à la vitesse de la lumière. Et donc il en conclut que la lumière est une onde électromagnétique. Ok? Et donc voilà, on peut résumer ça comme ça. Vous avez une particule chargée, en l'accélérant, donc disons qu'on la fait varier en faisant de haut en bas, donc une variation sinusoïdale du courant. Ceci produit une variation sinusoïdale du champ magnétique, qui produit aussi une variation sinusoïdale du champ électrique, et ceci constitue une onde électromagnétique. Alors, voilà à quoi
ressemble à une onde électromagnétique. Comme je vous avais dit ici, disons qu'ici vous avez votre antenne avec les particules chargées qui accélèrent, donc qui font des mouvements de haut en bas. C'est bien important qu'il faut qu'elle accélère, hein. Si vous avez juste une vitesse constante, eh bien vous n'aurez pas de champ magnétique sinusoïdal, et donc vous n'aurez pas à créer votre champ électrique. Il faut que la particule accélère, fasse des mouvements de va-et-vient pour créer une variation du champ magnétique, et c'est ceci qui va créer la variation du champ électrique. Et par retour, c'est lui qui va créer la variation sinusoïdale du champ magnétique, et ainsi de suite. Donc vous avez votre antenne ici avec une particule chargée qui fait des mouvements de va-et-vient, et vous avez voilà votre onde électromagnétique. Donc vous voyez que vous avez deux composantes, la composante électrique, ici en bleu, sinusoïdale, et la composante magnétique, sinusoïdale. Alors voilà qu'on peut, bon là c'est pas nécessaire, mais vous voyez qu'on peut exprimer le champ électrique comme une fonction sinusoïdale, et pareil, le champ magnétique comme une fonction sinusoïdale. Et là on se rend compte déjà de deux choses, c'est que d'une part, c'est que le champ électrique et le champ magnétique, eh ben, ils sont perpendiculaires, l'un et l'autre. Vous voyez qu'ils sont tout le temps perpendiculaires. Et deuxièmement, en plus, ils sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Vous voyez que ça, le K là, c'est un vecteur qui vous donne la direction de propagation de l'onde. Et on remarque que ce soit le champ magnétique, que ce soit que le champ électrique, ils sont tous les deux, tout d'abord ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, et en plus ils sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Deuxièmement, on se rend compte que les champs électriques et les champs magnétiques sont en phase. Vous voyez qu'ils atteignent à la même position leur maximum et à la même position le minimum, l'amplitude nulle et ici l'amplitude minimale à la même position. Donc on peut dire qu'ils sont en phase, il n'y a pas de décalage entre les deux ondes. Comme je l'ai dit, ils se propagent dans le vide à une vitesse de 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Alors ceci c'est une valeur très importante puisque c'est même une constante fondamentale en physique. Okay, ceci est valable partout. La vitesse de la lumière, enfin la vitesse de toute onde électromagnétique, et en particulier la lumière, dans le vide, est égale à 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et donc la lumière est une onde électromagnétique. Mais pas toutes les ondes électromagnétiques, c'est de la lumière. Non, en fait, voilà le spectre des ondes électromagnétiques. Alors on a séparé ce spectre en différentes applications, et on vous en parle dans le bouquin, et ça je vous invite à lire les différentes applications et les différents modes de détection et aussi les différents niveaux d'énergie et de dangerosité des ondes électromagnétiques. Mais on peut vite regarder un peu ensemble. Donc voilà. Donc vous voyez que ici, on classe ici les ondes suivant la longueur d'onde. Donc vous voyez que ici, la longueur d'onde augmente de plus en plus. Mais vous savez que la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence, hein, par la relation vitesse de la lumière est égale à lambda fois f. Donc ça veut dire que lambda est égal à c sur f. Donc ça veut dire que la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Ok. Oui. Et donc, ici, c'est juste la lumière visible. Donc quand on parle de lumière visible, la lumière, voilà, c'est que cette portion-là du spectre électromagnétique. Donc tous les autres, ce sont des ondes aussi électromagnétiques qui sont invisibles par notre œil. Et cette portion-là représente le spectre visible. Et vous voyez qu'elle se trouve entre 400 et 700 nanomètres. Avec, pour le bleu, on avait vu 400 nanomètres. Et puis, à faire à mesure, on change. Le vert, plus de 500. Le orange, à peu près à 600. Et 700 pour le rouge. Okay. Et ici, on voit, donc ici, pour des très grandes fréquences, c'est ce qu'on appelle les grandes ondes. Okay, donc ce sont les grandes ondes, en particulier les ondes radio, AM, FM. Tout ça, ce sont les ondes radio. Donc là, déjà, ce sont de très grandes ondes, de l'ordre, vous voyez, 10 là c'est de l'ordre du kilomètre. Ça veut dire que la longueur d'onde ici est de l'ordre du kilomètre, ici 10 km, hein,
Donc ici on se rapproche, ici on est au niveau du mètre, donc pour les ondes FM la longueur d'onde est de 1 mètre, et puis ici on arrive déjà au micro-ondes. Donc ici déjà les ondes, alors on verra après que l'énergie d'une onde est proportionnelle à sa fréquence. Donc en fait plus que je vais vers la gauche, plus l'énergie de l'onde est importante. Et là on a micro-ondes, infrarouge, UV, les ultraviolets, les rayons X, hein, que l'on utilise pour des applications médicales, et les rayons gamma qui apparaissent lors de réactions nucléaires. Donc là, ce sont naturellement des rayons qui sont très énergétiques, naturellement très dangereux. Très dangereux. Ok. Donc voilà, je vous invite de lire les pages concernant, donc je vais regarder les différentes applications des ondes électromagnétiques. Donc c'est à partir du spectre, ça veut dire la page 144. Et je vais encore faire une autre vidéo où je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par production de courant alternatif, transformateur, donc pour qu'on rejoigne un peu ce qui a été dit dans le livre. Mais pour ce qui est les spectres électromagnétiques, je vais vous demander de le lire. Donc c'est à partir de la page 144. Et là on voit en revue un peu donc le rayonnement infrarouge, le visible, jusque la page 156. Donc ça on ne verra pas, sauf s'il y a des questions, mais c'est considéré comme de la matière. S'il y a des questions, naturellement, je reviens dessus, mais normalement c'est assez facile. Il y aura peut-être des questions concernant AM et FM, qui sont les différentes modulations d'amplitude et modulation de fréquence. Si vous voulez, je peux en parler de ça. Mais pour le reste, je crois que... Ou alors aussi l'application avec le rayonnement solaire et le corps noir. Si vous avez des questions sur ça, on pourra en reparler. Mais sinon, s'il n'y a pas de questions, c'est dire que ça va. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez compris alors, avec cette petite vidéo, comment a-t-on considéré que la lumière est une onde électromagnétique. Hein, on verra aussi qu'après, en fait, il y a aussi un autre modèle, c'est le modèle corpusculaire va faire son comeback avec une expérience, l'expérience photoélectrique, qui ne peut s'expliquer là que par un modèle corpusculaire, et donc il y a deux modèles pour expliquer la lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, on en parle prochainement. À bientôt, merci.